Bonjour à toutes et à tous. C'est Vivi. Je suis très heureuse de te retrouver et je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Route Vers. Avant de commencer, installe-toi confortablement et prépare tout ce qu'il te faut pour profiter pleinement de la vidéo, ta boisson préférée et de quoi prendre quelques notes. Un cahier, un stylo ou ton application habituelle feront parfaitement l'affaire. Tu aimes la littérature française du 19e siècle ou tu te prépares au bac? Alors, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, nous allons découvrir Alfred de Musset et sa pièce On ne badine pas avec l'amour. Nous commencerons par quelques repères biographiques sur l'auteur, puis nous présenterons l'œuvre et son intrigue. Nous nous intéresserons ensuite à ces grands thèmes avant d'examiner plusieurs problématiques possibles et les pistes d'analyse qu'elles permettent de développer. Nous verrons également comment la pièce s'inscrit dans le parcours, les jeux du cœur et de la parole, en étudiant notamment les liens entre les sentiments, les non-dits, les aveux, les provocations et les manipulations. Puisque le texte intégral est disponible en ligne, notamment sur Wikisource, nous sélectionnerons aussi quelques passages et expressions particulièrement importants à retenir. Tu trouveras les liens dans la description de la vidéo. Nous observerons ensuite quelques procédés d'écriture et de mise en scène afin de mieux comprendre comment Musset construit les tensions de la pièce et fait progressivement basculer le jeu amoureux vers le tragique. Enfin, nous mettrons On ne badine pas avec l'amour en relation avec 5 autres œuvres littéraires qui permettent de prolonger la réflexion autour de l'amour, de la parole, de l'orgueil et de la manipulation. Alfred de Musset, quelques repères biographiques. Alfred de Musset naît à Paris en 1810 dans une famille cultivée, où il se familiarise très tôt avec la littérature. Après de brillantes études, il hésite entre plusieurs orientations, notamment la médecine, le droit et la peinture, avant de choisir définitivement les lettres. Très jeune, il fréquente les milieux romantiques parisiens et publie, à 19 ans, son premier recueil de poésie, Contes d'Espagne et d'Italie. Poète, dramaturge et romancier, Musset appartient pleinement au mouvement romantique, même s'il conserve une certaine indépendance à l'égard de ses représentants. Son œuvre est profondément marquée par la sensibilité, le désir d'absolu, la désillusion et les contradictions du sentiment amoureux. Elle reflète également ce que l'on appelle le « mal du siècle », ce sentiment de malaise et de désenchantement caractéristique d'une partie de la génération romantique. Ses débuts au théâtre sont pourtant difficiles. En 1830, La Nuit vénitienne, sa première pièce représentée sur scène, connaît un échec. Cette expérience conduit Musset à prendre ses distances avec la représentation théâtrale. Il développe alors une forme originale de théâtre destinée d'abord à être lue, notamment avec un spectacle dans un fauteuil. Cette liberté par rapport aux contraintes de la scène lui permet d'expérimenter et de mêler plus facilement les registres et les genres. Sa rencontre avec George Sand en 1833 constitue également un épisode important de sa vie. Leur relation, passionnée mais très conflictuelle, se termine douloureusement et laisse une trace profonde dans son œuvre. L'amour, la souffrance, la jalousie, l'orgueil ou encore l'impossibilité de communiquer sincèrement deviennent ainsi des thèmes essentiels de plusieurs de ses textes. On ne badine pas avec l'amour, écrit en 1834, s'inscrit précisément dans cette période de crise sentimentale. Les années 1830 correspondent à la période la plus féconde de sa carrière. Musset écrit notamment Les Caprices de Marianne en 1833, Lorenzaccio et On ne badine pas avec l'amour en 1834, puis La Confession d'un enfant du siècle en 1836. Il compose également le cycle poétique des Nuits, dans lequel l'expérience de la souffrance amoureuse prend une dimension profondément lyrique. Reconnu progressivement comme une figure majeure de la littérature française, Alfred de Musset est élu à l'Académie française en 1852. Il meurt à Paris en 1857, à l'âge de 46 ans. Aujourd'hui, son œuvre reste l'une des expressions les plus marquantes du romantisme français, notamment par la place qu'elle accorde au conflit entre l'amour et l'orgueil, entre le désir d'idéal et les désillusions de l'existence. On ne badine pas avec l'amour, présentation et résumé. On ne badine pas avec l'amour est une pièce de théâtre en prose, composée de 3 actes et publiée en 1834 dans la Revue des Deux Mondes. Musset la présente comme un proverbe, un genre théâtral généralement construit autour d'une intrigue sentimentale et destiné à illustrer une vérité morale. Cependant, l'œuvre dépasse rapidement la légèreté traditionnellement associée à ce genre. Le mélange du comique et du tragique, la liberté de construction et l'issue dramatique la rapprochent du drame romantique. Comme plusieurs pièces de Musset écrites après l'échec de La Nuit vénitienne, elle est d'abord conçue pour être lue plutôt que représentée. Publiée en 1834, elle ne sera jouée pour la première fois à la Comédie Française qu'en 1861, 4 ans après la mort du dramaturge. L'action se déroule principalement dans le château du baron. Perdiccas, son fils, revient de Paris après avoir terminé ses études.
Camille, sa cousine, revient également au château après avoir passé plusieurs années dans un couvent. Les deux jeunes gens, qui ont grandi ensemble, se retrouvent après une longue séparation. Le baron souhaite les voir se marier. Mais Camille se montre distante envers Perdiccas. L'éducation reçue au couvent et les récits de femmes déçues par l'amour l'ont profondément marquée. Elle se méfie des sentiments amoureux et envisage de retourner au couvent plutôt que de risquer de souffrir. Perdiccas, de son côté, comprend peu à peu que cette froideur ne signifie pas nécessairement l'absence d'amour. Une confrontation s'installe alors entre deux conceptions opposées. Camille cherche à se protéger de la souffrance, tandis que Perdiccas défend l'idée qu'il vaut mieux aimer, même au risque d'être blessé. Lorsque Perdiccas découvre une lettre dans laquelle Camille affirme avoir réussi à le désespérer, son orgueil est atteint. Il décide alors de se rapprocher de Rosette, jeune paysanne et sœur de lait de Camille, afin de provoquer la jalousie de sa cousine. Rosette, qui ignore qu'elle est utilisée dans ce jeu amoureux, croit à la sincérité de Perdiccas. Camille comprend cependant la stratégie de son cousin et cherche à son tour à déjouer ses intentions. Peu à peu, ce qui aurait pu n'être qu'un jeu de séduction devient un affrontement dominé par la fierté, la jalousie et le désir de blesser l'autre. Camille et Perdiccas finissent par reconnaître qu'ils s'aiment réellement. Mais leur aveu arrive trop tard. Rosette, qui découvre qu'elle a été le simple instrument de leur rivalité amoureuse, ne supporte pas la révélation et meurt. La pièce s'achève ainsi brutalement sur la séparation de Camille et Perdiccas. À travers une intrigue qui commence comme une comédie sentimentale et s'achève dans le tragique, Musset montre ainsi que l'amour ne peut être traité comme un simple jeu. Lorsque l'orgueil, la peur et la manipulation remplacent la sincérité, les conséquences peuvent devenir irréversibles. On ne badine pas avec l'amour, au cœur des thèmes. 1. L'amour. L'amour constitue naturellement le thème central de la pièce. Mais Musset ne le présente pas comme un sentiment simple ou idéal. À travers Camille et Perdiccas, il confronte deux façons de l'envisager. Camille cherche à éviter la souffrance et préfère se protéger, tandis que Perdiccas affirme qu'aimer vaut la peine, même lorsque l'amour conduit à la déception. La pièce pose ainsi une question essentielle. Faut-il renoncer à aimer par peur de souffrir ou accepter la fragilité qui accompagne tout sentiment véritable? 2. L'orgueil. L'orgueil joue un rôle déterminant dans le déroulement de l'intrigue. Camille et Perdiccas éprouvent des sentiments réels, mais aucun des deux ne veut se montrer vulnérable devant l'autre. Ils préfèrent provoquer, dissimuler ou blesser plutôt que reconnaître clairement leur amour. Leur orgueil transforme progressivement une relation qui pourrait conduire au bonheur en un affrontement dont ils perdent le contrôle. 3. Le jeu amoureux et la manipulation. Le titre de l'œuvre annonce lui-même l'un de ses principaux enjeux. L'amour ne peut pas être traité comme un jeu sans conséquences. Perdiccas utilise Rosette pour provoquer Camille, tandis que Camille cherche à son tour à déjouer et à retourner contre lui la stratégie de son cousin. Les paroles, les lettres, les mises en scène et les témoins cachés deviennent ainsi des instruments de manipulation. Ce jeu cesse cependant d'être innocent dès qu'un troisième personnage en devient la victime. 4. La parole et le malentendu. Dans la pièce, les personnages parlent beaucoup mais communiquent difficilement leurs véritables sentiments. La parole sert souvent à cacher, à provoquer ou à convaincre plutôt qu'à dire sincèrement ce que l'on ressent. Les déclarations de Camille et de Perdiccas prennent alors parfois la forme d'un combat verbal. Musset montre ainsi que les mots peuvent rapprocher les êtres, mais aussi les séparer lorsqu'ils sont utilisés pour dissimuler la vérité ou atteindre l'autre. 5. La peur de souffrir. Camille refuse d'abord de se livrer à l'amour parce qu'elle en connaît surtout les échecs à travers l'expérience des femmes du couvent. Son attitude repose donc moins sur l'absence de sentiments que sur la peur de la désillusion. Cette crainte devient paradoxalement l'une des causes du malheur qu'elle voulait précisément éviter. Musset montre ainsi que vouloir se protéger absolument de toute souffrance peut conduire à renoncer aussi au bonheur. 6. L'éducation religieuse et le rapport au monde. L'éducation reçue par Camille au couvent influence profondément sa vision de l'amour. Elle a appris à associer les relations humaines à la trahison et à la souffrance et envisage la vie religieuse comme un refuge. Musset critique moins la foi elle-même que l'éducation qui éloigne Camille de l'expérience réelle de la vie et lui transmet une méfiance excessive envers les sentiments humains. Cette opposition entre retrait du monde et expérience de la vie occupe ainsi une place importante dans la pièce. 7. L'innocence sacrifiée. Rosette occupe une position particulière. Contrairement à Camille et Perdiccas, elle ne maîtrise ni les règles ni les stratégies du jeu auquel elle participe. Ses sentiments sont sincères et elle ignore longtemps qu'elle est utilisée dans la rivalité entre les deux cousins. Sa mort révèle donc brutalement les conséquences des actes de Camille et de Perdiccas. Leur affrontement amoureux ne les concerne plus seulement eux-mêmes, puisqu'il détruit une personne innocente. 8. Du comique au tragique. Enfin,
L'un des aspects essentiels de l'œuvre est le passage progressif d'une atmosphère parfois légère ou comique vers une véritable tragédie. Les personnages secondaires, les projets du baron ou certaines situations créent d'abord un univers relativement plaisant. Mais l'orgueil et les manipulations font peu à peu disparaître cette légèreté. La mort de Rosette donne finalement tout son sens au titre, ce qui semblait être un jeu amoureux révèle des conséquences irréversibles. On ne badine pas avec l'amour, problématique et piste d'analyse. 1. Dans quelle mesure l'amour apparaît-il comme une expérience à la fois nécessaire et dangereuse? Cette problématique permet de partir du thème central de la pièce sans réduire l'amour à un simple sentiment heureux. Perdiccand défend l'idée qu'il faut accepter d'aimer malgré les risques de souffrance, tandis que Camille cherche précisément à se protéger de cette souffrance. Musset présente donc l'amour comme une expérience essentielle de l'existence, mais aussi comme une force susceptible de rendre les êtres vulnérables. Toute la pièce repose sur cette contradiction. Vouloir aimer expose à la douleur, mais vouloir éviter toute douleur conduit aussi au malheur. 2. Comment l'orgueil empêche-t-il Camille et Perdiccand de vivre pleinement leur amour? L'orgueil constitue l'un des principaux obstacles entre les deux personnages. Camille et Perdiccand éprouvent des sentiments véritables, mais aucun ne veut être le premier à se montrer vulnérable. Ils cherchent alors à protéger leur fierté, à provoquer l'autre ou à lui prouver qu'ils peuvent se détacher de lui. Cette problématique permet ainsi de montrer que le véritable adversaire des personnages n'est pas l'absence d'amour, mais leur incapacité à reconnaître sincèrement ce qu'ils ressentent. 3. Comment le jeu amoureux se transforme-t-il progressivement en jeu destructeur? Au début de l'œuvre, les provocations entre Camille et Perdiccand peuvent encore apparaître comme un jeu de séduction. Mais ce jeu devient progressivement manipulation. Perdiccand utilise Rosette pour provoquer la jalousie de Camille, tandis que Camille cherche elle aussi à contrôler la situation. La problématique permet donc d'étudier le passage du badinage à la violence morale. Musset montre que l'on ne peut jouer avec les sentiments d'autrui sans conséquence, surtout lorsqu'une personne innocente devient l'instrument du conflit. 4. Dans quelle mesure la parole rapproche-t-elle les personnages autant qu'elle les sépare? La pièce accorde une place essentielle à la parole. Camille et Perdiccand parlent beaucoup de l'amour, mais ils ont paradoxalement du mal à se dire qu'ils s'aiment. La parole peut permettre l'aveu et la compréhension, mais elle devient aussi mensonge, provocation, dissimulation ou stratégie. Cette problématique invite donc à observer le double pouvoir du langage. Les mots peuvent révéler les sentiments, mais ils peuvent également les masquer et provoquer des malentendus. 5. La peur de souffrir peut-elle empêcher d'aimer? Camille constitue le personnage central de cette interrogation. Influencée par les récits entendus au couvent, elle associe l'amour à la trahison et à la souffrance. Elle préfère donc renoncer à une relation réelle plutôt que risquer d'être blessée. Pourtant, cette volonté de se protéger produit précisément la souffrance qu'elle voulait éviter. La problématique permet ainsi d'étudier un paradoxe essentiel de la pièce. Se protéger absolument contre la douleur peut signifier se priver également de toute possibilité de bonheur. 6. Comment Musset interroge-t-il l'influence de l'éducation sur la conception de l'amour? L'attitude de Camille ne peut être comprise indépendamment de son éducation au couvent. Sa vision des relations humaines a été construite à partir de récits de déception et de trahison. Musset oppose alors cette conception théorique et méfiante de l'amour à l'expérience concrète de la vie défendue par Perdiccand. La problématique permet donc de réfléchir au rôle de l'éducation dans la formation des individus. Peut-elle protéger contre les dangers du monde ou risque-t-elle, au contraire, d'empêcher de vivre? 7. Pourquoi Rosette peut-elle être considérée comme la victime innocente du conflit entre Camille et Perdiccand? Rosette ne participe pas au jeu amoureux avec les mêmes intentions que les deux personnages principaux. Elle croit au sentiment que Perdiccand lui manifeste et ne comprend pas immédiatement qu'elle sert à provoquer Camille. Sa sincérité contraste donc avec les stratégies des deux cousins. Sa mort donne à la pièce toute sa dimension tragique. Les fautes commises par Camille et Perdiccand ne restent pas sans conséquences et finissent par détruire un personnage qui n'avait aucune responsabilité dans leur rivalité. 8. Comment Musset fait-il basculer la pièce du comique au tragique? La pièce commence dans une atmosphère relativement légère. Les personnages secondaires, les projets matrimoniaux du baron et certaines situations donnent parfois à l'œuvre les caractéristiques d'une comédie. Pourtant, les tensions sentimentales deviennent de plus en plus graves. Les jeux de jalousie et de manipulation conduisent finalement à la mort de Rosette. Cette évolution permet à Musset de créer un contraste particulièrement fort. Derrière la légèreté apparente du badinage se cache la possibilité d'un véritable drame. Ces 8 problématiques permettent donc d'aborder l'œuvre sous des angles différents mais complémentaires. Elles montrent surtout qu'on ne badine pas avec l'amour ne se limite pas à raconter une histoire sentimentale. La pièce interroge la sincérité, la peur, l'orgueil, le pouvoir des mots,
l'éducation et la responsabilité que chacun porte lorsqu'il joue avec les sentiments des autres. Le parcours, les jeux du cœur et de la parole. Le parcours, les jeux du cœur et de la parole, permet d'éclairer directement le fonctionnement de On ne badine pas avec l'amour. Dans la pièce de Musset, les sentiments ne sont jamais séparés des mots. Les personnages aiment, doutent, souffrent, se provoquent et se blessent à travers ce qu'ils disent, ce qu'ils taisent ou ce qu'ils choisissent de faire croire. Le cœur renvoie d'abord aux sentiments amoureux de Camille et Perdiccas. Tous deux s'aiment, mais leur relation est compliquée par la peur, l'orgueil et la méfiance. Camille cherche à se protéger de la souffrance, tandis que Perdiccas affirme qu'il faut accepter d'aimer malgré les risques. Le cœur devient donc le lieu d'un conflit entre le désir d'aimer et la volonté de se protéger. Mais ces sentiments passent constamment par la parole. Camille et Perdiccas parlent beaucoup de l'amour sans parvenir immédiatement à reconnaître simplement leurs propres sentiments. Le langage devient alors un espace de confrontation. Ils se défient, se provoquent, cherchent à avoir raison et utilisent parfois les mots pour blesser l'autre plutôt que pour établir une véritable communication. Le parcours repose aussi sur l'idée de jeu. Dans la pièce, ce jeu est à la fois amoureux et verbal. Perdiccas cherche à rendre Camille jalouse en se rapprochant de Rosette. Camille, de son côté, comprend ses intentions et tente de retourner la situation contre lui. Les lettres, les déclarations, les conversations entendues ou provoquées deviennent ainsi autant de moyens d'influencer les réactions de l'autre. Cependant, Musset montre progressivement les dangers de ce jeu. Les mots ne sont pas sans conséquences. Lorsqu'ils servent à dissimuler les sentiments, à manipuler ou à provoquer, ils peuvent produire des malentendus et des blessures irréversibles. Rosette en est la principale victime. Elle prend au sérieux les paroles de Perdiccas alors que celle-ci participe d'abord à une stratégie dirigée contre Camille. La pièce met donc en évidence un paradoxe essentiel du parcours. La parole peut révéler le cœur, mais elle peut aussi le cacher. Elle permet l'aveu amoureux, mais elle peut également devenir mensonge, masque ou instrument de pouvoir. Camille et Perdiccas ne parviennent à exprimer clairement leur amour qu'au moment où leurs jeux ont déjà provoqué des conséquences tragiques. Le passage du comique au tragique renforce encore cette idée. Ce qui commence comme un jeu de séduction et de rivalité finit par provoquer la mort de Rosette. Le titre même de la pièce prend alors tout son sens. On peut jouer avec les mots, mais on ne peut pas jouer impunément avec les sentiments. Ainsi, On ne badine pas avec l'amour illustre pleinement le parcours, les jeux du cœur et de la parole, parce que Musset y montre que les sentiments amoureux se construisent, se révèlent et se détruisent à travers le langage. Le cœur et la parole sont constamment liés. Lorsque les mots cessent d'exprimer sincèrement les sentiments et deviennent des instruments de stratégie ou d'orgueil, le jeu amoureux peut se transformer en drame. Quelques passages et expressions à retenir. 1. Perdiccas défend l'expérience de l'amour. Acte 2, scène 5. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. Ce passage constitue l'un des moments essentiels de la pièce. Perdiccas répond ici à la méfiance de Camille envers l'amour. Il ne nie ni la trahison, ni la souffrance, ni la déception. Au contraire, il les reconnaît pleinement. Pourtant, il refuse d'en conclure qu'il faudrait renoncer à aimer. La répétition de « souvent » insiste sur la fréquence de la douleur amoureuse, tandis que l'opposition, introduite par « mais » renverse le raisonnement. Malgré toutes les blessures possibles, l'amour reste pour Perdiccas une expérience qui donne sa valeur à l'existence. La formule « j'ai souffert, mais j'ai aimé » résume ainsi toute sa conception de la vie. Mieux vaut avoir vécu réellement, avec ses joies et ses souffrances, que s'être protégé de toute émotion par peur d'être blessé. Le passage éclaire donc directement le conflit entre Perdiccas et Camille et rejoint plusieurs thèmes de l'œuvre, l'amour, la peur de souffrir et le rapport entre expérience et idéal. 2. La prise de conscience de Perdiccas. Acte 3, scène 8. Orgueil, le plus fatal des conseillers humains. Qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi ? À la fin de la pièce, Perdiccas comprend enfin ce qui a empêché Camille et lui de reconnaître simplement leur amour. Il personnifie l'orgueil, auquel il s'adresse directement comme s'il s'agissait d'un personnage responsable de leur malheur. L'expression « le plus fatal des conseillers humains » donne immédiatement une dimension tragique à cet orgueil. Il ne s'agit plus seulement d'un défaut de caractère, il devient une force destructrice qui s'est interposée entre les deux jeunes gens. 4 expressions à retenir. 1. Camille, acte 1, scène 2. L'amitié ni l'amour ne doivent recevoir que ce qu'ils peuvent rendre. Cette formule révèle très tôt la conception défensive de Camille. Elle refuse de donner davantage qu'elle ne peut recevoir en retour. L'amour apparaît déjà comme une relation soumise à une logique de réciprocité et de protection. La phrase annonce ainsi sa difficulté à s'abandonner librement aux sentiments amoureux. 2. Perdiccas, acte 2, scène 5.
J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. Cette phrase condense la philosophie amoureuse de Perdiccas. La souffrance et l'erreur ne diminuent pas la valeur de l'amour, elles font partie de l'expérience humaine. L'opposition, créée par May, place finalement l'acte d'aimer au-dessus de toutes les désillusions. 3. Perdiccas, acte 3, scène 8. Orgueil, le plus fatal des conseillers humains. Cette expression permet de retenir l'un des moteurs principaux de l'intrigue. L'orgueil pousse Camille et Perdiccas à cacher leurs sentiments, à se provoquer et à vouloir blesser l'autre. Le mot « fatal » annonce également le dénouement tragique. Leur jeu ne produit pas seulement une déception amoureuse, mais entraîne la mort de Rosette. 4. Perdiccas, acte 3, scène 8. Nous nous aimons. Cette déclaration est extrêmement simple, surtout après les longs affrontements verbaux qui structurent la pièce. Toute la complexité des stratégies, des mensonges et des provocations disparaît soudain devant cette vérité élémentaire. Mais l'aveu survient trop tard. Sa simplicité contraste donc avec la gravité de ses conséquences et montre combien les personnages ont compliqué par leurs paroles ce que leur cœur savait déjà. Quelques procédés d'écriture et de mise en scène. Dans On ne badine pas avec l'amour, Musset ne construit pas seulement son œuvre à travers les thèmes de l'amour, de l'orgueil ou de la souffrance. Il utilise également différents procédés d'écriture et de mise en scène qui donnent à la parole toute sa force et accompagnent progressivement le passage du jeu amoureux au drame. 1. Une figure de style, l'antithèse. Dans l'acte 2, scène 5, Perdiccas dresse d'abord un portrait extrêmement négatif des hommes, des femmes et du monde, avant d'opposer à cette vision la possibilité d'un amour véritable. Il affirme ainsi que le monde est profondément imparfait, mais qu'il existe malgré tout quelque chose de saint et sublime dans l'union de deux êtres. Cette antithèse oppose donc la faiblesse humaine à la grandeur de l'amour. Elle permet à Musset de montrer que Perdiccas n'idéalise pas les êtres humains, il connaît leurs défauts et leurs trahisons. Pourtant, c'est précisément dans ce monde imparfait que l'amour prend toute sa valeur. Le contraste renforce ainsi la conception romantique de l'amour défendue par le personnage. 2. Un procédé lié à la parole, la provocation. Dans l'acte 3, scène 3, Perdiccas sait que Camille est cachée derrière un arbre et peut l'entendre. Il parle alors volontairement à Rosette, à haute voix, de manière que Camille l'entende, et lui déclare son amour. La parole possède ici une double fonction. En apparence, Perdiccas s'adresse à Rosette. En réalité, son véritable objectif est de provoquer Camille et de susciter sa jalousie. Le discours amoureux devient donc une arme. Musset montre ainsi que les mots peuvent cesser d'exprimer sincèrement les sentiments pour devenir un moyen d'agir sur l'autre. Ce procédé correspond directement au parcours, les jeux du cœur et de la parole. 3. Un procédé théâtral, le personnage caché et l'aparté. Dans cette même scène, Camille se dissimule derrière un arbre et observe Perdiccas avec Rosette. Les didascalies indiquent ensuite Camille, cachée, à part. Le spectateur entend donc ses réactions tandis que les autres personnages présents sur scène ne les entendent pas. Ce procédé crée une situation de double énonciation théâtrale. Le public connaît les véritables réactions de Camille et comprend immédiatement la stratégie de Perdiccas, alors que Rosette reste dans l'ignorance. Il produit également une forme d'ironie dramatique. Le spectateur sait que la déclaration adressée à Rosette participe à une vengeance amoureuse. La mise en scène rend ainsi visible le décalage entre ce qui est dit, ce qui est pensé et ce qui est réellement ressenti. 4. Un procédé de construction, le dénouement brutal. La dernière scène illustre particulièrement bien la progression dramatique de la pièce. Camille et Perdiccas viennent enfin de reconnaître qu'ils s'aiment. Leur réconciliation semble un instant rendre possible une issue heureuse. Mais immédiatement après leur baiser, une didascalie indique que, on entend un grand cri derrière l'autel. Quelques instants plus tard, Camille revient et annonce simplement « Elle est morte ». Adieu, Perdiccas. Musset construit ainsi un brusque renversement entre l'aveu amoureux et la catastrophe. Le bonheur espéré ne dure que quelques instants avant de laisser place à la mort de Rosette et à la séparation définitive des deux personnages. La brièveté de la dernière réplique renforce encore la violence du dénouement. Ce passage du bonheur au tragique montre définitivement que les jeux amoureux et verbaux des personnages ont produit des conséquences qu'ils ne peuvent plus réparer. Ces 4 exemples montrent que l'analyse de la pièce ne doit donc pas se limiter aux figures de style. L'antithèse, la provocation par la parole, le personnage caché accompagné de l'aparté et le renversement brutal du dénouement permettent d'étudier à la fois l'écriture de Musset, le fonctionnement du dialogue et les ressources propres au théâtre. On ne badine pas avec l'amour, 5 œuvres en écho. Pour prolonger l'étude de On ne badine pas avec l'amour, plusieurs œuvres françaises peuvent être rapprochées de la pièce de Musset. Chacune éclaire un aspect particulier du texte, le jeu amoureux, la peur de souffrir, la manipulation, les non-dits ou encore le pouvoir de la parole. 1.
Les caprices de Marianne d'Alfred de Musset. Publié en 1833, Les caprices de Marianne appartient à la même période de création que On ne badine pas avec l'amour. La pièce met elle aussi en scène un jeu amoureux complexe, fondé sur les détours, les intermédiaires et les malentendus. Le rapprochement est particulièrement intéressant parce que, dans les deux œuvres, les personnages ne parviennent pas à exprimer directement leurs sentiments. La parole passe par d'autres, se transforme, se déplace, et finit par produire des conséquences qu'ils ne maîtrisent plus. Dans les deux pièces, surtout, le jeu amoureux devient tragique, les hésitations, les stratégies et les erreurs des personnages conduisent à la mort d'un tiers. Les caprices de Marianne permet donc de mieux comprendre une constante du théâtre de Musset. Lorsqu'on joue avec les sentiments, les conséquences peuvent dépasser largement ceux qui ont commencé le jeu. 2. Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Dans cette comédie de 1730, Sylvia et Dorante doivent se rencontrer en vue d'un mariage. Mais chacun décide de changer d'identité avec son domestique afin d'observer plus librement l'autre et de mettre ses sentiments à l'épreuve. Comme chez Musset, l'amour devient un jeu. Les personnages dissimulent ce qu'ils sont, observent les réactions de l'autre et cherchent à découvrir la vérité des sentiments sans se dévoiler immédiatement eux-mêmes. La comparaison met cependant en évidence une différence essentielle. Chez Marivaux, le jeu conduit finalement à la reconnaissance de l'amour et au bonheur. Chez Musset, au contraire, l'orgueil et la manipulation transforment progressivement le jeu en drame. Les deux œuvres permettent ainsi de réfléchir à une même question: jusqu'où peut-on mettre les sentiments à l'épreuve sans les détruire? 3. La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Publié en 1678, ce roman raconte le conflit intérieur d'une femme mariée qui éprouve une passion profonde pour le duc de Nemours. Consciente des dangers de cet amour, la princesse tente de maîtriser ses sentiments et choisit finalement le renoncement. Le rapprochement avec Camille est particulièrement pertinent. Comme la princesse de Clèves, Camille associe l'amour à la souffrance et cherche à se protéger de ce qu'elle considère comme une menace pour son équilibre. Les deux œuvres interrogent ainsi la peur d'aimer et le désir de se préserver. Faut-il accepter les risques liés à la passion ou vaut-il mieux renoncer pour éviter de souffrir? Chez Musset, cette volonté de protection devient paradoxalement une source de malheur, puisque Camille finit par provoquer précisément la souffrance qu'elle voulait éviter. 4. Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Dans ce roman épistolaire de 1782, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont utilisent la séduction comme un véritable jeu de pouvoir. Ils manipulent les autres, construisent des stratégies et se servent de la parole et de l'écriture pour influencer les sentiments. Le rapprochement avec On ne badine pas avec l'amour apparaît clairement dans la question de la manipulation sentimentale. Perdiccas utilise Rosette pour provoquer Camille, tandis que Camille cherche elle aussi à retourner la situation contre lui. Dans les deux œuvres, les sentiments d'autrui deviennent donc des instruments au service d'une stratégie. Mais ce jeu a un coût, ceux qui sont manipulés peuvent être profondément blessés. Rosette incarne cette victime innocente, tout comme plusieurs personnages de Laclos subissent les conséquences de jeux auxquels ils ne participent pas selon les mêmes règles. 5. Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Dans la pièce d'Edmond Rostand, créée en 1897, Cyrano aime Roxane mais n'ose pas lui avouer directement son amour. Persuadé que son apparence physique l'empêche d'être aimé, il prête ses mots à Christian, qui peut ainsi séduire Roxane grâce à l'éloquence d'un autre. Cette œuvre constitue un écho particulièrement fort au parcours, les jeux du cœur et de la parole. Le cœur et les mots ne coïncident pas. Celui qui aime véritablement n'est pas celui qui prononce les paroles d'amour en son propre nom. Comme Camille et Perdiccas, Cyrano ne parvient pas à dire simplement ce qu'il ressent. Dans les deux œuvres, l'aveu est retardé, détourné ou empêché. Et lorsqu'il devient enfin possible, il arrive trop tard. Ces 5 œuvres permettent ainsi de prolonger la lecture de On ne badine pas avec l'amour sous des angles différents. Toutes montrent, à leur manière, que l'amour devient plus fragile lorsque les sentiments passent par le détour, le silence, le mensonge, l'orgueil ou la manipulation. Elles rappellent surtout que, dans la littérature comme dans la pièce de Musset, les mots peuvent autant rapprocher les êtres que les séparer. Et voilà, notre analyse de On ne badine pas avec l'amour s'achève ici. Mais certaines œuvres ne se contentent pas de raconter une histoire d'amour. Elles nous amènent aussi à réfléchir à ce que les sentiments deviennent lorsqu'ils se mêlent à l'orgueil, au silence et au jeu de la parole. Celle de Musset en fait partie. Et avant de nous quitter, je te laisse avec une question. Peut-on vraiment protéger son cœur sans risquer, en même temps, de l'empêcher d'aimer? À toi maintenant de poursuivre la réflexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, pense à mettre un gros pouce bleu. C'est un petit geste qui nous aide énormément. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Retrouve-nous aussi sur les réseaux sociaux pour prolonger le voyage. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.